Bien, bonsoir. On est obligé de naviguer entre ici et là-bas pour projeter. Voilà. Parce que mon ordinateur ici n'aime pas le climat, probablement. Enfin, il y a une connexion qui ne se fait pas, donc j'ai pas mon ordinateur sous les yeux pour passer moi-même les diapositives. Alors, de temps en temps, il faudra qu'on se coordonne pour que bon, je parle en correspondance avec les images. Alors, donc, on se disait avec les organisateurs de l'université populaire qu'on n'en parlait plus de la PAC, enfin moins qu'avant. C'est peut-être vrai qu'en ce moment elle est moins sur le devant de la scène. Et bon, ben, apparemment ça intéresse quand même un peu de monde puisque vous êtes venus. Elle est dans la préparation qu'on a faite, j'avais indiqué que on pourrait l'intituler les changements radicaux de la politique agricole commune, cette séance. C'est frappant quand on regarde sur la longue période ce dont quelquefois on ne se rend pas compte au fur et à mesure que les événements se produisent. Il y a eu une rupture dans la politique agricole commune qui est absolument, enfin pour les agriculteurs en tout cas, absolument phénoménale. Ils ont toujours autant besoin de la politique agricole commune, enfin, autant maintenant que quand elle a été créée. Mais alors la manière dont ils en bénéficient a radicalement changé, et la manière dont ils vivent de leur travail a radicalement changé à cause de la modification de la politique agricole commune. Je résume, je vous montrerai tout à l'heure un graphique. Quand on regarde le montant des subventions que reçoivent les agriculteurs en France, ça fait la totalité de leurs revenus. Voilà. C'est absolument incroyable. Il y en a une population qui ne vit, qui ne survit même, on devrait dire, que grâce aux subventions. Alors, ce n'est pas tout le monde, hein. C'est évidemment un global, mais il n'y en a pas d'autres. Pourtant, ils travaillent. Ils travaillent même beaucoup, mais le produit de leur travail ne sert pas à les rémunérer, ça sert à peine à payer les charges des exploitations, voilà, ce qu'ils vendent. Et donc la politique agricole commune, c'est elle qui fournit ces subventions, principalement. Presque en totalité, c'est le budget européen qui fournit les subventions. Voilà, et ça, c'était pas le cas quand on a créé la politique agricole commune. Voilà, c'est un changement qui s'est passé au fil du temps. La date charnière, c'est 1992, donc ça fait déjà 26 ans. Mais voilà, quand le changement s'est amorcé en 1982, moi je suis ça depuis que je travaille. Hein, donc j'ai un petit peu de recul. Honnêtement, on avait bien perçu que c'était une réforme importante, celle de 1992, mais pas qu'elle allait aussi profondément changer les relations des agriculteurs avec leur travail, avec leurs revenus plutôt. Voilà, alors je vais essayer de balayer ça, hein. Et puis on pourra discuter des problèmes que ça pose. Enfin, moi je considère que c'est très grave pour une population qui travaille beaucoup que de dépendre des subventions. Voilà. Parce que quand même c'est eux qui nous fournissent l'essentiel de ce qu'on mange. Alors, il y a aussi des agriculteurs en dehors de l'Europe qui nous fournissent ce qu'on mange, mais l'essentiel, c'est quand même les agriculteurs européens qui nous approvisionnent. Voilà, alors donc j'ai un petit peu structuré ça comme ça. Pourquoi et comment au début, donc dans les années 60, pourquoi elle a changé? C'est pas toujours très clair d'ailleurs pourquoi elle a changé. Comment on le voit mieux? Pourquoi ça peut être sujet à l'interprétation. Voilà, pourquoi et comment elle a changé. Et puis quelques éléments sur la PAC d'aujourd'hui. En fait, la PAC de demain ne sera pas très différente de la PAC d'aujourd'hui, si on en juge par ce qui se prépare en ce moment, puisque c'est une particularité des politiques européennes qu'elles sont établies pour des longues périodes.
Actuellement, nous sommes dans la période 2014-2020 et nous savons, dès 2014, début 2015, combien l'Union européenne va dépenser, ce qu'elle va faire jusqu'à 2020 en matière agricole. Et en ce moment, on est en train de préparer la période 2020-2027. 2021-2027, c'est des périodes longues. Et donc, il y a déjà des propositions qui sont sur la table et on peut prévoir qu'elles vont être dans la même ligne que la PAC d'aujourd'hui, avec quelques inflexions. Enfin, on va continuer dans la même direction, disons. Voilà. Alors, on y va. Je pourrais presque vous projeter que ça. Alors, c'est peut-être un petit... Ah oui. Quand je me lève, il vaut mieux que je prenne un micro. Il n'y en a pas? Voilà. Non. Toujours des croiser le micro. Voilà. Allez, il est allé dessus. Ça marche? Oui, ça marche. Alors, donc le tableau est un petit peu compliqué, enfin, sûrement encore plus du fond que de près, mais il résume toute la période depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, par grande phase. Et j'ai mis en jaune cette période-là, voilà, qui est la période où on a complètement basculé sans forcément s'en rendre compte sur le moment. Alors je vais essayer de vous expliquer, bon, en gros, ce qu'il y a dans les colonnes, une par une. Enfin, pas complètement une par une, mais voilà. Je vais essayer de passer, de dérouler, toutes ces phases en explicitant ce qui est écrit sur le tableau. Alors, début de la PAC, voilà, hein, sécurité d'approvisionnement, c'est les mots-clés en quelque sorte. Sécurité d'approvisionnement, productivité, modernisation, soutenir, stabiliser les marchés, protection aux frontières. Ça, c'est le début. Voilà, ça a commencé comme ça. Alors, allons-y. Un petit mot, on pourrait discuter 2 heures hein, sur cette diapo. Pourquoi est-ce qu'on intervient en agriculture? Il n'y a pas de politique de la chimie, il n'y a pas de politique de la métallurgie, il n'y a pas de politique de l'automobile, il y a une politique industrielle, une politique économique globale. Mais non, l'agriculture, c'est un secteur dans lequel il y a dans beaucoup de pays, j'ai quand même pris la précaution de mettre en bas, on peut aussi ne pas intervenir, ou peut, hein, la collectivité, l'État. Il y a certains États qui interviennent peu en faveur de l'agriculture. Mais dans beaucoup de pays, même des pays comme les États-Unis par exemple, bon, qui sont réputés plutôt libéraux, peu interventionnistes, enfin ils ont cette réputation-là qui n'est pas d'ailleurs tout à fait justifiée. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de pays dans le monde ont une politique agricole, c'est-à-dire qu'elles mettent en œuvre des moyens spécifiques pour le secteur agricole. Alors, on ne va pas passer en détail ce qui est indiqué sur la diapo, mais il peut y avoir des raisons politiques, extra-économiques, en tout cas géopolitiques. Par exemple, si on veut utiliser l'arme alimentaire, pour faire pression sur des pays en politique étrangère, si on est leur fournisseur d'alimentation, on a les moyens d'exercer une pression sur les gouvernements des États qu'on approvisionne. Ça, c'est une définition rapide de l'arme alimentaire. Elle a déjà été utilisée, bien sûr, par les pays exportateurs qui ont des disponibilités. Ça peut être simplement l'indépendance alimentaire. Ne pas dépendre de l'étranger pour se nourrir, ne pas dépendre d'autres pays, c'est souvent une préoccupation des gouvernements. Pendant longtemps, la France et l'Allemagne se sont préoccupés d'avoir une agriculture qui pouvait nourrir leurs soldats parce qu'elles se faisaient la guerre. C'était important d'avoir la possibilité de nourrir son armée à partir de produits locaux plutôt que de produits venant d'ailleurs. Et puis, on pourrait éventuellement dire que dans certains cas, ça peut arriver, c'est qu'on intervient en agriculture parce qu'on aime bien les agriculteurs.
qu'on a envie de les soutenir pour différentes raisons, parce qu'on estime que c'est une catégorie sociale utile à la collectivité et que c'est normal de les aider. Voilà. Ça, c'est pas de l'économie. Hein. Mais il y a des raisons plus fondamentales, enfin plus fondamentales. Il y a des raisons économiques et un peu plus objectives, disons, qui ne relèvent pas de la géopolitique, de soutenir l'agriculture. Et c'est notamment que dans les pays en développement, ça c'est à peu près bien reconnu, quand un pays se développe, il a besoin, pour pouvoir se développer, d'avoir une agriculture qui se consolide. L'agriculture est souvent une première étape pour se développer. C'est mieux pour pouvoir exercer différentes activités dans un pays, d'être à peu près nourri. Hein. Voilà. Donc il y a des experts économiques, même la Banque mondiale l'a dit, hein, que c'était fondamental dans les pays en développement que d'avoir une agriculture qui se développe pour pouvoir, sur cette base un peu plus solide, développer d'autres activités collectives et individuelles. Et puis, quelque chose sur lequel j'insiste un tout petit peu, c'est, parce que ça a un rapport avec la politique agricole qu'on a mis en place dans les années 60, c'est que les marchés agricoles, ils ont cette particularité que quand on les laisse faire, quand on ne fait rien, les prix font le yo-yo. Alors ça, il y a des explications théoriques économiques, mais l'offre et la demande sur lesquelles on compte en général pour que des marchés s'équilibrent et compensent des déséquilibres de façon un petit peu spontanée, ça ne marche pas bien pour l'agriculture. Parce que la demande alimentaire ne réagit pas très bien aux variations de prix. Enfin, je peux prendre un exemple un peu concret. Vous mangez toujours à peu près la même quantité de pain, quel que soit le prix du pain. Voilà. Il y a une réaction de la demande alimentaire d'une population qui est faible par rapport au prix. Et de même, l'offre agricole, elle a, au moins pour certains produits, du mal à réagir aux variations de prix. Donc les marchés ne fonctionnent pas très bien quand on les laisse faire tout seul. Il suffit qu'il y ait une mauvaise récolte, ou au contraire une bonne récolte. Alors ça peut être dans le pays même, ou ça peut être ailleurs, dans le monde. Hein. Si vous avez des sécheresses en Russie, des inondations en Amérique latine, et puis des inondations aussi en Asie, ben vous êtes à peu près sûr que le prix des céréales va être multiplié par 2 ou 3. Alors c'est embêtant. Parce que quand les prix fluctuent, les consommateurs, ça pose souvent des problèmes sociaux, notamment pour les gens qui ne sont pas riches. C'est souvent les pauvres qui consacrent le plus c'est toujours les pauvres, qui consacrent le plus de part de leur budget à l'alimentation. Et on a eu des exemples assez récents, c'était il y a une dizaine d'années, quand dans les années 2007-2008, il y a eu un petit peu, vous savez, les subprimes aux États-Unis, pas mal de remous économiques dans le monde. En même temps, ça s'est conjugué avec quelques phénomènes climatiques un peu extrêmes qui ont fait que le prix des céréales a été multiplié par 3 en quelques semaines dans le monde. Vous voyez un peu quand les Mexicains qui se nourrissent avec du maïs voient, principalement à base de maïs, voient le prix du maïs se multiplier par 3, et ben, il y a des révoltes. Il y a eu des émeutes dans une quarantaine de pays, hein, des émeutes de la faim dans une quarantaine de pays à ce moment-là. Donc c'est très embêtant pour les consommateurs et donc pour les gouvernements quand les prix agricoles fluctuent trop. Et puis à la baisse, quand les prix sont très bas, les consommateurs sont contents, mais les agriculteurs beaucoup moins. Et les agriculteurs, pour pouvoir investir, moderniser, améliorer leur outil de production, ils ont besoin d'un petit peu de stabilité des prix, de savoir que s'ils font un effort pour augmenter la production, ils ont une petite chance de la vendre à un bon prix. Donc voilà, ça c'est une caractéristique des marchés agricoles pour les produits de base. Ça concerne des céréales, les produits de base qui ne sont pas forcément les mêmes dans tous les pays. Chez nous, on a considéré à un moment donné qu'il fallait stabiliser, éviter les trop fortes fluctuations de prix du lait, de la viande et des céréales. Voilà, on a considéré que c'était ça les produits de base. Et toute la politique agricole commune, elle s'est bâtie sur la stabilisation des prix dans ces grandes productions-là. Voilà. Donc c'est des raisons objectives que peut avoir un gouvernement d'intervenir
essayer d'orienter, de réguler l'agriculture. Un peu plus récemment, il y a d'autres éléments qui sont pris en compte, c'est que le marché ne prend pas bien en compte non plus tout ce qui n'est pas marchand, justement. L'environnement, la santé, dans le prix d'un produit que vous achetez, il n'y a pas ces conséquences sur l'environnement. Vous achetez un kilo de blé, enfin un kilo de pain plutôt, vous ne payez pas les éventuelles conséquences négatives, de même quand vous achetez une voiture, hein, les conséquences négatives que la production de la voiture ou du quintal de blé a fait sur l'environnement. Ça, c'est quelque chose qui est à la charge de la collectivité. C'est pareil pour la santé. Les principes pollueurs-payeurs, ils sont là quand on les met vraiment en œuvre pour corriger ce que ne prend pas en charge le marché. Voilà, donc on peut avoir des raisons d'intervenir aussi sur des marchés quand on considère qu'il est important de prendre en compte l'environnement ou qu'il est important de prendre en compte la santé que ne prend pas en compte le marché, la vente et l'achat de produits. Voilà. Bon, j'ai été un peu trop long sur cette diapo. Alors, on a aussi décidé de le faire au niveau européen, cette intervention en agriculture, parce qu'on voulait une libre circulation des produits industriels et que pour que les industries, notamment françaises et allemandes, hein, ils étaient 6 les États qui ont créé la politique agricole commune, l'Allemagne, la France, l'Italie, et puis les 3 pays du Benelux, seulement 6. Donc on voulait que les produits circulent librement à l'intérieur de cet ensemble qu'on appelait le marché commun, d'ailleurs on l'appelait le marché commun, hein, on l'appelait comme ça à l'époque. C'est toujours ça principalement, hein, l'Union européenne, c'est principalement un marché commun. Et donc pour qu'il y ait une sorte d'équilibre dans la concurrence, on a souhaité que les prix alimentaires ne soient pas trop loin d'un pays à l'autre. À l'époque, les prix français étaient beaucoup plus bas que les prix allemands, par exemple. Ce qui était éventuellement un handicap, les prix agricoles. Donc c'était un handicap éventuellement pour l'industrie allemande qui devait payer ses ouvriers plus cher pour qu'ils puissent se nourrir. C'était une sorte de... Pour que le prix de l'alimentation est une des composantes du prix de la main-d'œuvre. Surtout à cette époque-là, moins maintenant. Et donc comme on voulait équilibrer un petit peu les conditions de concurrence, on s'est dit qu'on allait faire une libre circulation aussi des produits agricoles et une certaine homogénéisation des prix entre les pays. Et puis, on voulait, à cette époque-là, pacifier l'Europe sous l'égide des États-Unis. Il y avait dans la négociation 3 petits pays qui comptaient pas beaucoup et 3 qui comptaient plus. Et dans les 3 qui comptaient plus, il y avait la France qui avait gagné la guerre et l'Italie et l'Allemagne qui avaient perdu. Et ça a joué dans la construction de la politique agricole. La France a largement promu sa conception de l'agriculture. Ce compromis franco-allemand étant, la France approvisionne l'Europe en produits agricoles et l'Allemagne l'approvisionne en produits industriels. Et l'Allemagne n'avait pas grand-chose à dire là, à ce moment-là. Voilà, donc on aurait pu ne pas faire une politique commune. C'est la seule aussi aboutie, la politique agricole, la seule politique commune. Il y a un petit peu de politique commune de la recherche, un petit peu de politique commune en affaires étrangères, il n'y en a pas, en social, il n'y en a pratiquement pas. Il y a un petit peu une politique commune de développement économique, peut-être on aura le temps de regarder un peu le budget de l'Union européenne. Mais en tout cas, pendant longtemps, les seules dépenses importantes que faisait l'Europe, c'était sur l'agriculture. Ça a un petit peu changé maintenant, mais c'est encore la principale dépense. Hein. Ça représente encore presque 40% des dépenses européennes, du budget européen, l'agriculture. Juste devant les fonds qui servent à corriger les inégalités économiques entre les territoires. Et c'est encore maintenant la dépense principale. Voilà. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on s'est donné comme objectif? Là, je vous reproduis l'article 39. Alors, l'article 38, vous ne pouvez pas le lire, mais l'article 39, il y a 2 articles dans le traité de Rome en 57 qui parlent de l'agriculture. Et l'article 39 dit, voilà, il faut accroître la productivité de l'agriculture, voilà, en développant le progrès technique, et surtout, ce qui est important, c'est ici, là, en assurant un emploi optimal des facteurs de production, notamment la main-d'œuvre. Ça veut dire qu'il faut que le nombre d'agriculteurs diminue.
quand vous avez emploi optimal de quelque chose, c'est qu'en général, il faut que ça baisse. Voilà. Donc, l'idée, c'était qu'il fallait qu'on augmente la production en diminuant le nombre d'agriculteurs. Il fallait donc que la productivité du travail agricole augmente de façon très importante. Et la productivité du travail agricole a beaucoup augmenté, plus que tous les autres secteurs. Les chiffres, quand on les regarde sur une longue période, sont spectaculaires. La production a augmenté et le nombre d'agriculteurs a beaucoup diminué. Donc la productivité du travail agricole a beaucoup augmenté. Et le paradoxe, c'est que malgré ça, les agriculteurs ne vivent pas bien. Il s'agissait évidemment d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. L'idée, c'était que le revenu moyen des agriculteurs soit équivalent à celui du reste de la population. Ça, on ne l'a pas atteint. Ça, on l'a atteint, ça, on ne l'a pas atteint. Stabiliser les marchés, assurer la sécurité des approvisionnements, assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Stabiliser les marchés. En fait, les deux choses importantes, enfin non, trois, on va dire ça, c'est ces deux-là, stabiliser les marchés, assurer la sécurité des approvisionnements. L'Union européenne de l'époque, le marché commun de l'époque, était très déficitaire en produits agricoles. Même la France était déficitaire. La France est devenue excédentaire, elle l'est toujours, en produits agricoles et alimentaires, seulement en 1977. Depuis 1977, la France régulièrement exporte plus de produits agricoles qu'elle en importe. Mais dans les années 50-60, même la France était déficitaire. Donc l'Union européenne, le marché commun agricole à l'époque, était très déficitaire. Donc s'approvisionner plus en interne, essayer de réguler les marchés, les problèmes de prix que je mentionnais tout à l'heure, et puis assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. L'idée c'était que quand on augmente la productivité du travail, la productivité de l'agriculture, les produits agricoles à l'unité vont coûter moins cher, donc dans le temps, les prix agricoles vont baisser. Ça, oui, ils ont baissé. Même plus que peut-être il aurait fallu. Voilà, on passe à la suivante. Alors, je ne détaille pas les trois, un petit peu, donc traité de Rome en 57, une conférence qui décide ce qu'on va mettre un petit peu derrière ces objectifs, ces deux articles concernant l'agriculture. Trois principes, l'unité de marché. Donc il faut que les produits circulent librement. Donc plus de droits de douane, il n'y a plus d'obstacles réglementaires. Quand vous faites du lait en France, vous pouvez le vendre en Allemagne. Quand vous faites des pâtes, non, du blé dur en Italie, vous pouvez le vendre en France. Ça doit circuler sans droit de douane à l'intérieur. Et sans obstacles réglementaires, sanitaires, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment un marché unique, avec des droits de douane autour, communs, mais pas de droits et pas d'obstacles à l'intérieur. Deuxième principe très important, c'est celui-là, préférence communautaire. Il y avait l'idée que, ce que je disais tout à l'heure, assurer la sécurité des approvisionnements, c'est de préférence acheter européen. Voilà. On a mis en place des dispositifs, on ne s'est pas seulement contenté d'énoncer le principe, on a mis en place des dispositifs pour rendre les produits européens moins chers que les produits importés, voilà, concrètement. Et puis, solidarité financière, c'est la mutualisation des fonds. Donc c'est... ça marche mieux? C'est pas terrible. Ah bon? Vous dites dans le fond, ça va mieux. Ça va mieux avec celui-là? Ah. Mais il fallait le dire avant. Voilà. Alors, donc, solidarité financière, c'est on a une politique commune, on a un financement commun, on a des fonds qui sont dédiés à ça, alimentés par le budget européen. Chaque pays contribue en fonction de ses moyens et on utilise ensemble l'argent mis dans le pot commun. Hein, c'est ça la solidarité financière. Il y a derrière ce principe-là qu'on ne regarde pas, on ne compte pas combien un pays verse et combien un pays reçoit, combien les acteurs du pays reçoivent. Solidarité financière, c'est ça. En fait, on a toujours compté, hein, bien sûr. C'est le problème des mutuelles, hein, en général. Hein. On mutualise, mais chacun regarde quand même combien il verse et combien il reçoit. Voilà. Alors, les deux domaines dans lesquels on est intervenu, je parlerai surtout du premier, donc la gestion des marchés, parce que j'ai expliqué auparavant cette fluctuation des prix qu'on a cherché de réguler, et la modernisation, j'en parlerai un petit peu moins, mais il y a quand même eu des moyens
mis en commun pour aider à la modernisation des agriculteurs, des exploitations agricoles, les investissements, notamment les investissements. La modernisation des exploitations, l'agrandissement des exploitations, il y a quelques moyens qui ont été mis en commun pour faire ça. Et le plus important, ça a toujours été l'intervention sur les marchés. Dans les débuts, c'était plus de 90% du budget de la politique agricole commune. Maintenant, on en est à 75-25. Ça reste, cette partie, c'est plus l'intervention sur les marchés, mais en tout cas, cette intervention sur les revenus, ça reste l'essentiel. Voilà, on passe. Alors, très vite, ça c'est ce qui se passe quand on régule pas les prix. Hein, voilà l'exemple de la volatilité du prix du lait entre 90 et 2014. C'est juste pour vous montrer que ça fluctue fortement. Hein. Entre ici et ici, on passe de 1000 à 5000. Hein. C'est énorme, c'est une multiplication par 5. Hein. Et ça va vite là, même là, dans une période plus courte. Regardez, on est à 2000 et ici à 5000. Voilà, c'est juste un exemple. Ça, c'est le prix du blé en France. La politique agricole commune a commencé là. Vous voyez que, bon, ça a plus, je trouve ce graphique très intéressant, très parlant. Il y a eu des hauts et des bas, mais quand même dans certaines limites, alors qu'auparavant, ça fluctuait énormément, beaucoup plus. Et qu'après, ça a recommencé à fluctuer. Alors après quoi? Après 1992, après qu'on ait changé la règle du jeu. Voilà, donc la volatilité des prix, c'est pas une vue de l'esprit. Pour les agriculteurs, c'est un problème très important. Parce que, naturellement, quand vous voulez un petit peu faire des efforts sur votre exploitation, si vous ne savez pas du tout à quel prix vous allez vendre votre produit dans 3 mois, ou dans 6 mois, ou dans 1 an, quand vous semez du blé, c'est 1 an plus tard que vous le vendez. Hein. Donc, c'est quand même un petit peu gênant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a donc voulu stimuler la production et la productivité, ça c'était écrit dans le traité, pour s'auto-approvisionner, et surtout, on a garanti des prix minimums. Alors, pour certains produits, c'est ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, pour les céréales, le lait et la viande bovine. On a empêché, la puissance publique a empêché que les prix descendent trop bas sur le marché intérieur. Voilà. Alors comment on a fait ça? On pouvait aussi les empêcher de monter trop haut. C'était un petit peu secondaire. L'essentiel, c'est qu'on voulait surtout les empêcher de descendre trop bas. Comment on a fait? Bien, la puissance publique était capable d'acheter les marchandises et de les stocker, si on avait besoin. Hein. Donc, les ministres de l'Agriculture, ils se réunissaient à 6, puis après 7, 8, 9, au fur et à mesure que le nombre augmentait, et ils décidaient chaque année le prix minimum auquel se vendrait le blé, l'orge, l'avoine, etc., etc. Et le prix minimum auquel se vendrait, alors non pas le lait, parce que le lait c'est un produit qui n'est pas très facile à stocker, donc l'intervention est difficile, mais le beurre et la poudre de lait, et la viande, à quel prix minimum se vendrait la viande. Donc on achète quand le prix risque de descendre trop bas, et si par hasard, une année après ou 2 années après, le prix était trop haut sur le marché intérieur, on peut toujours remettre les stocks sur le marché pour faire baisser les prix. Hein, c'est un principe, le stock est un excellent moyen de réguler les prix. Il faut y mettre de l'argent parce qu'il faut acheter quand il y a besoin, il faut stocker, il faut conserver, donc ça coûte. Cette intervention elle coûte à la puissance publique, mais elle permet d'empêcher les prix de descendre trop bas et les empêcher de monter trop haut. Et puis le dernier point que j'ai mentionné sur la diapo, c'est que si on veut faire ça, il faut être protectionniste. Parce qu'en général, quand on veut garantir un prix minimum, ce prix minimum il est supérieur à celui du marché mondial. Donc si vous fixez un prix minimum pour le blé, et que le fabricant de farine ou le fabricant d'aliments du bétail qui a besoin de blé est obligé de l'acheter à 100 sur le marché européen et qu'il peut l'acheter à 50 à Chicago, il va l'acheter à Chicago. Et on se retrouve avec la production européenne sur les bras. Donc pour pouvoir garantir ces prix minimums à l'intérieur, eh bien,
on s'est protégé du monde. La politique agricole, la première politique agricole qu'on a mis en place, qui était d'ailleurs un peu l'héritière de la politique française, hein, et la France a beaucoup influé pour mettre ça en place, et cette politique agricole était hyper protectionniste. Alors, après, ça a été un peu moins dans l'air du temps d'être protectionniste. Mais vraiment, l'agriculture européenne a vécu à l'intérieur de frontières très étanches, avec des droits de douane très élevés et surtout variables. C'est-à-dire qu'on ne se contentait pas de mettre un droit de douane sur le prix du blé qui venait de Chicago, enfin des États-Unis, qui avait été négocié à Chicago, mais on mettait même un droit de douane variable, c'est-à-dire qu'on obligeait, le droit de douane était variable. Il fallait que le prix auquel le produit arrive sur le marché intérieur soit supérieur au marché intérieur. Donc c'était vraiment très protectionniste. Voilà. Et évidemment, un petit peu plus tard, quand on a eu des marchandises à exporter, ce qu'on n'avait pas au début, eh bien, il a fallu subventionner les exportations, parce qu'on avait acheté cher et il fallait vendre moins cher. Donc un exportateur était obligé d'avoir des subventions de la puissance publique pour pouvoir exporter dans le monde. Passons. Passons. C'était juste le schéma qui illustrait ce que je viens de dire. Hein. Un prix intérieur plus haut que le marché mondial, donc se protéger du marché mondial et subventionner les exportations si on a besoin d'export. Voilà. Alors on passe à la deuxième phase, des années de crise. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? On voulait stimuler la production et ça a marché. C'est bien une politique qui marche. Hein. Ça n'arrive pas tout le temps. Voilà. Donc les agriculteurs, ils avaient des prix garantis en lait, en céréales, en viande, en sucre aussi. Il y avait quelque chose sur le sucre, sur le riz. Enfin, le riz, c'est un peu moins important dans l'Union européenne, mais voilà, il y avait quelques autres productions. Donc, avec ces prix garantis, ils pouvaient faire leurs prévisions et ils ont répondu à l'appel, ils ont augmenté fortement les rendements. Et le problème, c'est que assez vite, finalement, on a produit trop. On s'est trouvé avec des excédents de production. Alors, ces excédents de production, passez peut-être la diapo suivante. Non. Bon, si, passez encore la suivante. Encore. Voilà. Regardez les stocks de céréales qu'on a eu. Alors au début, dans les premières années, pas trop élevés. Hein. Et puis regardez au fil du temps ce que sont devenus les stocks de céréales. Tout ça, c'était le résultat de la politique d'intervention. On achetait, la puissance publique finançait l'achat de ces marchandises qui étaient disponibles et qu'on n'arrivait pas à écouler sur le marché intérieur. Alors, pendant un temps, les stocks n'ont pas trop augmenté. La production augmentait pendant cette période-là, mais les stocks n'augmentaient pas trop parce que ça avait comme effet de diminuer les importations. La production interne, elle remplaçait les importations. Mais à un moment donné, on a eu vraiment trop, y compris par rapport à la consommation. Donc les stocks se sont accumulés. Avancez encore un peu, s'il vous plaît. Encore une autre, je la trouve encore plus flagrante. Ça, c'est les stocks de beurre et de lait en poudre qu'on a eu. Donc là, ça démarre à 64. Ici, regardez le pic 84-86, les stocks de beurre et de poudre de lait. Dans cette période-là, on avait une production qui augmentait de 3 à 4 de lait, qui augmentait de 3 à 4% par an, et une consommation qui augmentait de 1 à 1,5 chaque année. Donc forcément, il y avait trop de lait. Alors on achetait le beurre et la poudre de lait, on stockait. La poudre de lait, on la vendait dans le monde aux populations pauvres. C'est souvent comme ça, quand on a des excédents, on donne aux pauvres. Hein. Voilà. Pas cher, ou bien on vend pas cher. On a distribué du beurre dans les asiles, on a dans les maisons de retraite, dans les écoles. Il fallait se débarrasser des quantités de lait qu'on avait. On a même subventionné l'usage de la poudre de lait dans les aliments du bétail pour veaux. Et un veau, normalement, sa tête, hein, pour se nourrir. Enfin, à l'origine, c'était comme ça, plus maintenant.
Donc, au lieu de faire boire le lait par le veau, on a subventionné l'incorporation de poudre de lait dans les aliments du bétail pour veaux. Parce qu'il fallait se débarrasser de la poudre de lait, quoi. Alors, on va revenir un peu en arrière maintenant. Allez-y, encore. 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 Non, non, il faut reculer. Il faut reculer. Non, non, vous avancez, là. Non, c'est bon? Non, je voudrais que vous reculiez encore. Encore, il faut reculer. Encore un coup. Voilà. Alors, donc c'est c'est écrit ce que je viens de dire. La France en 77, puis l'Europe un petit peu plus tard, dans les années 80, sont devenus excédentaires dans de nombreuses productions. Alors, ça nécessitait des interventions, de l'accumulation de stocks, etc. Mais surtout, ça coûtait cher. Parce que les marchandises en excédent, il fallait que la puissance publique achète et qu'ensuite elle stocke. Le stockage, ça coûte de l'argent. Et en plus, pour se débarrasser de ces stocks, il fallait souvent subventionner les exportations. Donc ça coûtait 3 fois hein, la production excédentaire. Elle coûtait 3 fois. Acheter aux agriculteurs au prix minimum, stocker, puis se débarrasser des stocks. Stocker, ça coûte de l'argent, c'est de l'argent immobilisé. Alors donc, le problème des stocks, c'était bien sûr de la surproduction, mais c'était surtout que l'Union européenne, les États de l'Union européenne, qu'on n'appelait pas encore Union à ce moment-là, avaient un grand problème, c'est qu'ils avaient une dépense agricole qui était à la remorque de la production. Ils avaient promis aux agriculteurs qu'ils garantissaient des prix minimums. Donc les agriculteurs, ils ont produit, bon, voilà. Et après, il fallait suivre. Donc il fallait dépenser, au fur et à mesure que la production augmentait, il fallait toujours dépenser plus. Sans pouvoir maîtriser la dépense. Alors ça, les gestionnaires de fonds publics, nationaux ou européens, ils n'aiment pas bien quand ils ne maîtrisent pas le montant de la dépense. La dépense budgétaire était vraiment courait après la production. Donc voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, on donnait, on détruisait, on dénaturait des productions et naturellement il y avait une croissance des dépenses budgétaires. Il y a aussi quelque chose qui s'est produit dans ces années-là, c'est la prise de conscience quand même qu'à force d'augmenter les rendements, d'utiliser les sols de façon plus intensive, on risquait quand même de faire un petit peu mal à l'environnement. Voilà. Et puis, d'autres éléments ont joué dans cette période, les années 80, c'est que, ça on y reviendra un tout petit peu après, il y a eu des critiques de plus en plus acerbes, de plus en plus vives de la part de nos concurrents sur le marché mondial. Tant que nous étions importateurs de produits, que nous avions moins de production que de consommation, le fait qu'on soutienne notre agriculture, ça ne dérangeait pas trop les autres pays exportateurs. Mais à partir du moment où nous sommes devenus exportateurs, ou potentiellement exportateurs, les autres pays exportateurs ont trouvé que ce n'était pas bien. Parce que, on va y revenir, parce que, d'une part, on protégeait notre agriculture par des droits de douane très très élevés et variables, donc il y avait une vraie forteresse à l'entrée, donc ils ne pouvaient pas nous vendre, mais en plus on avait de la marchandise à exporter dans le monde qu'on subventionnait, donc on leur prenait des parts de marché. Alors ça, les USA en premier, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, autant de pays agro-exportateurs dans le monde, ont vraiment critiqué de plus en plus fort la manière dont nous gérions notre agriculture. Et puis en plus, il faut ajouter qu'il y avait des divergences d'intérêts entre les États de l'Union européenne. Voilà, alors on y va. On arrive à cette période 92-99. Donc là, la période que je vais décrire, là, c'est celle-ci, là. Les deux ensemble. Parce qu'on a fait une première modification en 92, qui s'est étalée sur 3 ans, et puis en 99, on a remis le couvert, on a continué. Donc la période sur laquelle cette réforme s'est étalée, elle a duré de 92 à 2003. Voilà.
Alors, on a cherché à stabiliser les dépenses, à réduire les surplus, à réduire le soutien des prix, et on a remplacé par des aides directes couplées, et là-dessus se sont greffées les négociations internationales. C'est vraiment la période charnière, là, celle-là. Tout à l'heure, j'ai montré les stocks de... On peut peut-être avancer sur les stocks du lait. Encore. Là, j'ai entouré 1984. Vous avez sûrement entendu parler, même si ça n'est plus en vigueur, des quotas laitiers, de la limitation de la production laitière. C'est cette année-là qu'on les a mis en place. Vous voyez qu'il y a un rapport avec le montant des stocks quand même, et avec l'augmentation des stocks. En fait, on a trouvé comme solution pour le lait quelque chose de pas mal finalement. Puisqu'on produisait trop de lait, on a limité la production de lait. Ça a permis de garantir les prix du lait. Plutôt que de baisser le prix garanti pour dissuader les agriculteurs de produire plus de lait, on a préféré à ce moment-là, on va peut-être revenir dans la discussion sur pourquoi on a préféré pour le lait faire comme ça, on a préféré donc empêcher les agriculteurs de produire. Donc ça a extrêmement bien marché, vous voyez la diminution des stocks. On a réajusté la production sur la consommation intérieure. On continuait un petit peu à exporter de temps en temps, un peu, hein, mais beaucoup moins. Voilà, donc les quotas laitiers de 84, ils sont l'illustration d'un des moyens possibles pour limiter la croissance de la production. Voilà, on avance. Alors, j'ai pas mis de diapo dessus, mais on a essayé de faire la même chose pour les céréales en 88. En 84, les quotas laitiers, 88, les céréales. On a essayé de mettre en place un quota collectif pour les céréales. Alors c'était un système un peu compliqué où on disait aux agriculteurs, si globalement dans l'ensemble de l'Europe vous produisez plus que de telle quantité, eh bien le prix auquel on va vous acheter sera diminué. C'était une manière de leur dire, produisez pas trop. Mais alors le problème, ça n'a pas du tout marché, parce que autant le quota du lait, c'était un quota individuel, c'est-à-dire qu'individuellement, l'agriculteur ne pouvait pas dépasser une certaine production, et s'il la dépassait, il était pénalisé, assez fortement pénalisé. Sur les céréales, on a fait une sorte de quota collectif. Alors ça, le quota collectif, ça ne marche pas. On attend toujours que ce soit le voisin qui baisse la production. Voilà. Donc le quota collectif n'a pas marché. Ça s'appelle les quantités maximales garanties. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait autre chose qui est très lié aux négociations internationales, mais bon, je commence par dire uniquement ce qu'on a fait à l'intérieur. On a diminué les prix garantis. Voilà. On a diminué les prix garantis pour les céréales et la viande bovine. Ça passe vite le temps. Hein. On a diminué les prix garantis pour les céréales et la viande bovine. Pas pour le lait. Parce que finalement, les quotas, ça marchait pas mal pour le lait. Hein. Donc on n'a pas mis en place de diminution du prix pour le lait. Et alors, évidemment, diminuer les prix garantis, c'était toucher aux revenus des agriculteurs. En tout cas, c'était prendre un risque par rapport aux agriculteurs. Donc on a compensé par des aides. Par des aides directes. On dit aux agriculteurs, votre prix le prix garanti de vos céréales va baisser de tant de pourcents pendant les 3 ans qui viennent. Hein, il y avait des étapes, 92, 93, 94, 95, on annonçait la baisse des prix. Garanti, pas les prix de marché, garanti. Le prix minimum qui baissait. Et on a dit aux agriculteurs, eh bien on va vous compenser ça par de la subvention. Et le calcul de la subvention qu'on a fait, c'est un calcul moyen, hein, qui était une subvention par hectare. Si on diminue le prix garanti de 30%, ça va vous faire, avec un rendement moyen de 70 ou 80 quintaux, tant de revenus de votre vente en moins à l'hectare, et on va vous donner cette aide-là à l'hectare. Donc on a mis en place un système d'aide directe. Alors, on les appelle couplées, celles-là, parce que c'est en fonction des productions. Hein. C'est aide directe à l'hectare de blé, d'orge, de maïs, de colza, etc. Donc, l'agriculteur déclare combien il a
d'hectares de blé, d'hectares d'orge, d'hectares d'avoine, etc. Combien il a de vaches à l'étang, pas de vaches laitières, parce qu'on n'a pas touché le lait, hein, des vaches qui font des veaux. Combien il a de vaches à l'étang, combien il a d'animaux de chaque catégorie. On multiplie le nombre d'hectares de blé par tant d'euros, le nombre d'avoine, d'hectares d'avoine, d'orge, etc., de maïs, le nombre d'animaux bovins, et à la fin, ça fait un total en euros. Et on verse ça à l'agriculteur. Chaque année, donc, il y a les déclarations PAC. Ça a changé un peu de forme, mais c'est quand même un casse-tête, hein, pour beaucoup d'agriculteurs d'avoir à faire cette déclaration-là. Déclarer mes hectares et mes animaux bovins pour avoir une subvention qui compense la baisse du prix garanti. Hein, c'est la subvention qui est une compensation du baisse de prix. Bon, je passe sur les autres alinéas. On a mis en place des mesures agri-environnementales qui sont un soutien financier à de bonnes pratiques agricoles. Sur contrat, c'est volontaire, hein, ça. Les mesures agri-environnementales, elles sont volontaires. Ça ne concerne pas tout le monde. C'est ceux qui s'engagent dans un processus de mise en pratique de certaines techniques qui peuvent bénéficier d'aide de l'Union européenne et de l'État national. Alors, je reviens un petit peu là-dessus. On compense une baisse des prix par des aides à l'hectare ou à l'animal. L'idée qu'on avait derrière, c'était explicite, hein, dans les propositions qui étaient discutées, c'était que si on donne une aide à l'hectare, ça incite moins l'agriculteur à augmenter le rendement. C'est pas faux. Hein. Si vous avez un prix garanti au quintal de blé, eh bien, vous bénéficiez de votre prix garanti. Vous bénéficiez davantage du prix garanti si vous faites 110 ou 120 quintaux à l'hectare que si vous faites 70. Hein. Vous bénéficiez plus du soutien des prix si votre rendement est élevé, puisque le prix il est au quintal. Si on donne une aide à l'hectare, en principe, ça pousse moins au rendement, puisque vous touchez la même aide que vous fassiez 100 quintaux à l'hectare, 70, 50 ou même 20. Il y a même des agriculteurs, en Espagne notamment, qui ont juste semé du colza. Ils ne s'intéressaient pas au rendement du colza, ils s'intéressaient à la prime à l'hectare. Voilà. Vous avez la même prime, quel que soit votre rendement. Donc ça pousse effectivement moins à la production. Voilà, donc c'est pour cette raison qu'on a mis en place ce système. Voilà, on avance. Alors, je passe un peu à la partie internationale. On n'aura pas le temps d'en discuter, j'aurai pas le temps d'en dire beaucoup, mais on pourra y revenir si vous voulez après. Parallèlement à tout ça, pendant qu'on faisait cette réforme, il y avait des discussions internationales. Dans le cadre d'un accord qui s'appelait le GATT. C'est devenu l'Organisation mondiale du commerce. C'était un accord, ça veut dire accord général sur le commerce et les droits douaniers, les droits de douane, hein, le terme anglais. Hein. Accord général sur les droits de douane et le commerce, ou le commerce et les droits de douane. GATT. Alors, dans le GATT, il y a un certain nombre de principes, ça date de 1947 cet accord. Sous l'égide des États-Unis, on avait mis en place un accord qui doit faciliter les échanges mondiaux. Le GATT, puis l'OMC, sont des promoteurs du libre-échange. Faciliter les échanges entre les pays. Alors, tous les principes qui sont là, c'est des principes qui ont pour but de faciliter les échanges. Pas de discrimination commerciale entre les États. Quand on accorde une faveur à un État, on doit l'accorder à tous les autres. Une faveur, c'est-à-dire un droit de douane plus bas, par exemple, à l'entrée sur le territoire. On ne doit pas traiter les produits importés d'une façon différente des produits nationaux. Hein. Donc ça limite les obstacles qu'on peut mettre à l'importation. On ne doit pas limiter les importations quantitativement. Et on doit, dans la mesure du possible, ne pas augmenter les droits de douane et, si possible, les diminuer. Hein, donc. Et puis, naturellement, on n'a pas le droit, j'ai oublié le dernier point,
parmi les principes du libre-échange, il y a le fait qu'on ne doit pas faire de dumping, c'est-à-dire on ne doit pas vendre moins cher à l'étranger que ce qu'on vend sur le marché intérieur, ou bien moins cher que le coût de production. Alors, tout ça, c'était en vigueur sur les produits industriels depuis 1947, et progressivement on était arrivé à diminuer les droits de douane sur les produits industriels à l'échelle mondiale, hein, de façon très très importante. Mais ça ne concernait pas l'agriculture. Parce que, normalement, si j'ai été à peu près clair dans la première partie, vous devriez vous dire, mais c'est absolument pas ça qu'on faisait en agriculture. Exactement, on faisait exactement le contraire. On limitait le plus possible les importations, on avait mis des droits de douane qui étaient variables selon le niveau du prix mondial, et en plus on faisait des subventions aux exportations pour pouvoir vendre en dessous de son coût de production et du prix sur le marché intérieur. Donc toute l'agriculture était en dehors de ces principes. Et ce qui s'est passé en 86, entre 86 et 93, c'est-à-dire, si vous vous souvenez bien, ça encadre 1992, donc la réforme de la politique agricole commune, c'est que les États qui étaient agro-exportateurs dans le monde, les États-Unis, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, ont demandé qu'on applique les mêmes principes à l'agriculture. Ça c'est un choc très important. Je vous dis, l'agriculture était protégée des fluctuations du marché mondial, l'agriculture européenne. On la soutenait à l'intérieur par des prix garantis, et en plus on subventionnait les exportations. Donc ça, mettez-vous à la place d'un exportateur néo-zélandais, c'est pas par hasard que je cite la Nouvelle-Zélande, mais ça pourrait être l'Australie, c'est les États-Unis bien entendu, qui ont des marchandises à exporter. Ils ne peuvent pas les vendre en Europe, puisqu'il y a des droits de douane élevés, qu'on se protège très fort, et on leur prend des parts de marché dans le monde. Ça s'est passé, ça. Hein. L'Union européenne, elle a pris des parts de marché de céréales dans tout le Moyen-Orient, aux États-Unis, grâce à ses subventions aux exportations. Si elle avait dû vendre son blé au prix où elle lui revenait, elle n'aurait pas pu prendre ses parts de marché. Mais comme elle subventionnait ses exportations, eh bien, elle a pu prendre des parts de marché, notamment aux États-Unis. Et les premiers à réagir sont été les États-Unis. Alors je passe les détails. Je passe les détails de la négociation qui a duré 86-93. Officiellement, elle s'est terminée au printemps 94 à Marrakech. Ça a duré aussi longtemps parce qu'il y avait beaucoup plus de pays qu'au début, dans le GATT, mais surtout parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur l'agriculture. L'Union européenne a essayé, tant bien que mal, de défendre le bout de gras. Elle a résisté, pendant d'assez nombreuses années. Bref, tout le monde s'empoignait autour de l'agriculture, et notamment autour du traitement déloyal. Hein. Il faut que je vous dise, les pays qui nous attaquaient, enfin qui attaquaient l'Union européenne, se définissaient comme des agro-exportateurs loyaux. Hein. Pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande notamment en tête, sont des pays qui soutiennent très peu leur agriculture, donc eux soutenaient peu leur agriculture, se définissaient comme des exportateurs loyaux et nous disaient non, vous êtes déloyaux, il faut que vous cessiez de protéger votre agriculture, de la soutenir et de subventionner ses exportations. Alors, tout ça, ça s'est mêlé dans cette période-là, 86-93, au milieu l'Union européenne a changé sa politique agricole commune, donc ce changement répondait à la fois au fait qu'on avait des surproductions en Europe et des dépenses budgétaires importantes, et à la fois au fait qu'on ne pouvait plus défendre la politique agricole commune à l'échelle mondiale. Parce que, bien entendu, on pourrait se dire, mais après tout, pourquoi céder ? Eh bien, on a cédé parce qu'on n'a pas que des produits agricoles à vendre. Évidemment. C'est logique. C'est logique. Hein. Comme dans ces négociations, les accords du GATT puis de l'OMC, c'est des milliers de pages. Hein. Ça ne parle pas que d'agriculture, ça parle de services, ça parle de banques maintenant. Autrefois, ça parlait que de droits de douane. Maintenant, ça parle de la propriété intellectuelle. C'est des milliers et des milliers de pages. Si les entreprises européennes voulaient pouvoir exporter des services aux États-Unis, par exemple, des services bancaires ou d'assurance, eh bien, il fallait un accord avec les États-Unis. Si les Allemands voulaient pouvoir vendre
plus facilement des produits industriels dans d'autres pays, il fallait que ces autres pays acceptent et ne bloquent pas ces exportations. On avait des produits industriels et des produits de services à vendre aussi. Donc, tenir mordicus sur l'agriculture, sur la protection de l'agriculture européenne, eh bien, ça ne se justifiait plus aux yeux des dirigeants. Voilà. De tenir bon sur la protection de l'agriculture. Alors, comme je le présente là, ça a l'air d'être une sorte de concession, de capitulation, plus exactement, de capitulation des autorités européennes sur le secteur agricole sous la pression externe. Ça, c'est un peu faux de le présenter que comme ça. À l'intérieur de l'Europe, il y a des courants assez importants, des courants politiques, des économistes, des intérêts économiques, qui disent qu'il faut arrêter de soutenir l'agriculture, que c'est de l'argent gaspillé. Les Anglais en premier lieu, on était les premiers à le dire. Mais ils ne sont pas les seuls. Dans le nord de l'Europe, les pays scandinaves, les Pays-Bas, une partie de l'agriculture allemande disent qu'il faut cesser de soutenir l'agriculture, que l'argent serait mieux dépensé ailleurs. Donc, ne pas penser que c'est seulement la pression externe et la capitulation devant une pression externe qui a fait qu'on a changé notre système. C'est aussi parce qu'à l'intérieur, on a dit réguler. Vous savez, les années 80 ont été 80-90, vous le savez sûrement aussi bien que moi, c'est quand même 3 décennies, 4 décennies de dérégulation. Ça n'est plus dans l'air du temps que les États interviennent dans l'économie. Peut-être que ça va le redevenir, j'en sais rien. Mais en tout cas, à partir de la période Reagan, de la période Thatcher en Angleterre, au Royaume-Uni, vraiment on a eu une dérégulation, une libéralisation tous azimuts. C'est vraiment la mondialisation, la globalisation qui a pris le dessus. Il n'est plus légitime, considéré comme légitime, que les États, que l'autorité publique interviennent dans l'économie. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde pense ça, bien sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment le courant dominant. Et donc, tout ce qu'on faisait sur l'agriculture, c'était de l'interventionniste. Moi, j'ai dit quelquefois, pour résumer notre première politique agricole commune, c'est une politique protectionniste, interventionniste et productiviste. Que des gros mots. C'est que des gros mots. Interventionniste, protectionniste, productiviste. C'était ça la politique agricole commune de 60 à 92 et même encore un peu après. Donc voilà, l'intervention publique n'est plus dans l'air du temps. Voilà. Dans un des textes de l'Union européenne, de la Commission européenne, il y avait il faut donner aux agriculteurs la liberté de produire ce que veut le marché. Donc, on est passé progressivement à ça. Alors, je vais passer sur la suite. Je passe là-dessus. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Ça, je vous le montre quand même, celui-ci, c'est quelque chose pour vous montrer qu'on continue à l'échelle internationale maintenant à l'Organisation mondiale du commerce, c'est plus le GATT, mais à vérifier comment les États soutiennent leur agriculture. C'est intéressant, ça va jusqu'à... Voilà, ça va, la première période c'est 95-98, là en vert, et puis la dernière période sur ce graphique c'est 2012-2015. Donc on continue à suivre au niveau international comment chaque... l'Europe ici, elle est prise comme un ensemble, comme une unité. Comment on soutient l'agriculture en pourcent de la valeur des recettes de l'agriculture. Alors vous voyez que il y a des différences très importantes. C'est net qu'il y a des différences. Le Japon est bien plus protecteur et souteneur de son agriculture que l'Union européenne, que la Turquie, que les États-Unis ou que la Russie. Le Japon, on l'a laissé tranquille parce que le Japon, il est importateur et pas exportateur. Il y a des pays qu'on a laissé tranquilles dans ce contexte mondial. Je vais vous en citer d'autres. La Suisse, la Norvège, l'Islande, la Corée du Sud, le Japon sont des pays qui soutiennent bien plus leur agriculture que l'Union européenne. Mais ils sont tous importateurs, ceux-là.
Donc vous pouvez mettre des droits, ils peuvent mettre des droits de douane à l'entrée, de toute façon ça gêne personne. Ça fait simplement que les Japonais ou les Suisses, ils payent plus cher leur alimentation. Mais ils sont obligés d'importer. Tandis que nous, premier importateur de produits agricoles du monde, et deuxième exportateur de produits agricoles du monde, l'Union européenne, ça concernait, comme on était devenu exportateur, on faisait de la concurrence aux autres pays exportateurs, comme le Brésil maintenant qui est arrivé sur la scène et qui va encore plus détruire sa forêt depuis les dernières élections, qui va encore plus miser sur les exportations de produits agricoles. Tous ces pays qui ont des produits agricoles à vendre ne veulent plus que certains se protègent quand en même temps ils subventionnent leurs exportations. C'est un problème de concurrence loyale, avec plein de guillemets partout. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que même des pays qui soutenaient peu se sont mis à soutenir quand même. Hein. Voilà. Mais plus en soutenant les prix. Ce qui a été dit dans les accords internationaux, c'est que dans les différentes mesures en faveur de l'agriculture, on pouvait soutenir l'agriculture, prendre des mesures en faveur de l'agriculture, à condition que ça n'ait pas d'effet de distorsion de la production et des échanges. Alors ça, c'est un truc inexplicable. C'est un truc absolument inexplicable, mais ça fait rien, il y a quand même 150 pays qui se sont mis d'accord là-dessus. Il y a des mesures qui n'ont pas d'effet de distorsion de la production et des échanges. Alors je vais vous en donner quelques exemples. Par exemple, la formation des agriculteurs. Ça, on peut dépenser autant d'argent qu'on veut sur la formation des agriculteurs. Ça n'a pas d'effet de distorsion de la production et des échanges. La formation des élèves dans les lycées agricoles. La recherche. On pourrait discuter sur la recherche. Hein. Est-ce que ça, en tout cas, ça n'intervient pas sur la production. Tout ce qui est social. Donc, toutes les mesures qui visent à aider les pauvres. Hein. Par exemple, ce qui est complètement autorisé au niveau mondial dans ces accords à l'OMC, hein, c'est encore en vigueur tout ça. Par exemple, si vous décidiez de donner le fameux revenu universel dont on a parlé à un moment donné à tous les agriculteurs, hein, en tout cas tous ceux qui gagnent moins d'un certain niveau, mettons que vous décidiez de donner 1000 € à tous ceux qui n'ont pas 1000 € par mois, hein, eh bien, on pourrait le faire. Ce ne serait pas contesté par les autres pays dans le monde. Ce ne serait pas contesté. Tout ce qui est en faveur de l'environnement, c'est censé ne pas avoir d'effet de distorsion de la production et des échanges. Ça n'oriente pas les productions, ça n'a pas d'effet sur l'économie, sur le volume de la production et les prix. Donc, toutes ces mesures-là, on les a classées sous le nom de boîte verte, le social, l'environnemental, etc. C'est dans la boîte verte des négociations internationales. Eh bien, tout ça, on peut en faire tant qu'on veut. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand vous voyez ici ces augmentations-là, tout ça, naturellement, les pays déclarent que c'est dans la boîte verte, puisque c'est le seul truc qu'on a le droit de faire. En revanche, le soutien des prix, comme on le faisait nous, ça, c'est interdit. C'est devenu interdit dans les accords internationaux à l'OMC depuis 1994. Donc on ne peut plus soutenir les prix. Si on voulait revenir à un soutien des prix, eh bien on serait attaqué à l'OMC, certainement par d'autres pays. Voilà. Les aides sont légitimes, sont considérées comme légitimes quand elles sont réputées non distorsives. Personne n'a jamais montré exactement ce qui était distorsif et ce qui n'était pas. Il n'y a pas de critères objectifs. Simplement, il y a 157 pays qui se sont mis d'accord sur le fait que c'était comme ça. Donc maintenant, tous les pays qui veulent soutenir leur agriculture disent c'est pour l'environnement, c'est pour le social. Par exemple, si vous voulez donner des aides particulières aux agriculteurs de montagne, vous avez le droit. Parce que c'est une compensation de handicap. Si vous voulez donner des aides sociales, vous avez le droit. Enfin, vous avez le droit. Nous avons le droit. Les États ont le droit. Si vous voulez soutenir le prix du lait, vous ne pouvez plus. On a signé ça. Alors, j'ai déjà débordé l'heure. Hein. Par quoi on a remplacé ça? Allez-y, cliquez encore parce que ça ne vient pas tout seul.
On a remplacé le soutien des prix par des aides directes, des aides directes à l'hectare et à l'animal, ce que j'ai dit tout à l'heure, et on a fait une étape supplémentaire en 2003. Alors, et puis après je m'arrêterai, je dirai juste 2 mots sur la future PAC, mais on en reparlera après. Donc, ce que je vous ai dit sur les aides directes reçues par les agriculteurs. L'agriculteur devait déclarer chaque année combien il avait d'hectares de chaque production, et surtout les productions qui donnaient lieu à prime. Parce que toutes les productions ne donnent pas lieu à prime. La vigne, ça ne donne pas lieu à prime, le maraîchage, ça ne donne pas lieu à prime, les pommes de terre ne donnent pas lieu à prime, donc c'est surtout les céréales qui donnent lieu à prime. L'élevage bovin, donc il devait déclarer le nombre de vaches allaitantes, de vaches mères, et le nombre de jeunes bovins mâles. Et puis, je n'ai pas parlé, mais il y avait aussi des primes à la brebis, des primes à la chèvre. Hein, donc déclarer le nombre de chèvres, déclarer le nombre de brebis. Ça faisait un total qui faisait la prime annuelle PAC. Eh bien, on a supprimé ça. On a supprimé ce calcul. En 2003, on a découplé, c'est un terme technique, du jargon de la politique agricole commune. Tout ce que vous touchiez avant, parce que vous aviez du blé, de la vache, des brebis, des chèvres, etc., on va continuer à vous le verser, mais vous n'êtes plus obligé de garder le blé. Vous pouvez faire des carottes à la place. On a remplacé tout ça par des aides non plus liées au nombre d'hectares ou au nombre d'animaux, mais par des aides à l'hectare. Alors, je ne sais pas si vous voyez la révolution que c'est quand même. Hein. D'abord, les agriculteurs produisaient pour vendre 1 litre de lait, 1 quintal de blé, 1 tonne de betterave, etc. Avec un prix, bon, ils ne savaient pas forcément tous qu'il était soutenu par la puissance publique. Mais en tout cas, c'était un prix de vente. Hein, une quantité produite multipliée par un prix de vente, ça faisait, après il déduisait ses charges et ça faisait son revenu. Il avait le sentiment de gagner sa vie à partir de ce qu'il produisait. Après, c'est passé à des aides à l'hectare et à l'animal. Bon, il y avait encore un lien. J'ai tant d'hectares, on m'aide pour faire ce blé. J'ai tant de vaches allaitantes, on m'aide pour faire cette vache allaitante. J'ai tant de brebis, ben on me donne une prime à la brebis. Mais il faut que j'ai des brebis pour avoir la prime. Donc ça, on supprime tout et on ramène ça à une aide à l'hectare. Maintenant, les agriculteurs touchent de l'argent en fonction des hectares qu'ils ont, quelles que soient les productions qu'il y a dessus. Voilà. Et alors, la PAC de 2013 et de 2020, c'est, on met tout cet argent-là dans un grand sac, on dit la France elle a droit à tant, l'Allemagne a droit à tant, la Roumanie a droit à tant, et puis voilà, tous les autres. Enfin, bientôt l'Angleterre n'aura plus droit à rien, en principe. Et chaque État, donc c'est ce qu'on appelle des enveloppes nationales, chaque État, selon certaines règles quand même, il ne veut pas tout à fait faire n'importe quoi, mais chaque État va répartir ses aides à l'hectare. Alors il y a toute une négociation, je vais quand même vous montrer une carte, allez-y défilez, il y a une carte de France. Alors ici, ça je m'arrête. Je vous disais tout à l'heure que le revenu c'était des subventions. Ça c'est la France. Revenu net d'entreprises agricoles pour l'ensemble de l'agriculture française, aide directe et subventions. Le revenu des agriculteurs globalement c'est des subventions. Maintenant réparti en fonction du nombre d'hectares qu'ils ont. Alors, pas tout à fait en fonction du nombre d'hectares qu'ils ont, parce qu'il y a des hectares qui touchent plus que d'autres. Allons-y, je voudrais arriver à la carte, celle-là. Voilà. Ça, c'est la situation juste avant la PAC d'aujourd'hui. Combien on a découplé, on a ramené les aides de chaque agriculteur à son hectare. Combien touchent les agriculteurs à l'hectare en France? 322 dans le Nord-Pas-de-Calais,
313 dans, alors c'est laquelle, l'Alsace, celle-là, la basse, le Bas-Rhin, et 293 dans le Haut-Rhin. 278 dans le Finistère, 310 ça va être le Maine-et-Loire, là, 332, ça c'est les Landes, 318 à l'hectare. En moyenne, hein, les agriculteurs touchent en moyenne dans ces départements telle somme en 2014. Et puis, tiens, dans les Alpes-Maritimes, c'est seulement 43. Et puis, tiens, dans les Pyrénées-Orientales, c'est seulement 40. Alors, vous voyez, la moyenne départementale en 2014 de ces paiements découplés, hein, ces anciennes aides ramenées à l'hectare, c'était 40 ici et allez, 350 ici. Ça doit être la Champagne. Non, c'est pas le Champagne, parce que le Champagne ne touche pas de prime. Voilà. Donc, des différences très importantes d'un département à l'autre. Mais naturellement, c'est des moyennes. Ici, il y a des gens qui n'ont rien. Par exemple, ceux qui font du maraîchage, ils n'ont rien. Ceux qui font du fruit, ils n'ont rien. Parce que on n'a pas baissé leur prix garanti. Ils n'avaient pas de prix garanti, donc on n'a pas baissé leur prix garanti, donc ils n'ont pas eu des aides compensatrices, et donc ils n'ont pas de paiement à l'hectare. Alors que là-bas, dans le Nord, on a 350 € par hectare. Il y a des gens qui touchent 700 par hectare. Parce qu'ils ont eu du blé, de l'orge, de l'avoine, du colza, des vaches laitières, des vaches allaitantes, etc. D'autres, on a baissé les prix, qu'on a compensé par des aides directes, et ça leur fait beaucoup à l'hectare. Alors on se retrouve dans cette situation-là, avec des écarts très importants. En gros, ça va de 0 à 1000 à l'hectare. Ça fait sacrée différence quand même. Hein. Pourquoi il y a des agriculteurs qui touchent rien à l'hectare et d'autres 1000? À cause de l'histoire. Mais il faut corriger l'histoire. Donc c'est ce qui passe en ce moment, sur la période 2014-2020, c'est on va baisser un peu les primes à l'hectare de ceux qui ont le plus et augmenter un peu les primes à l'hectare de ceux qui ont le moins. À terme, on ne sait pas quand, il y a une première étape en 2019. En 2019, aucun agriculteur n'aura moins de 70% de la moyenne nationale. Mais il y aura encore des différences. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine? Eh bien, on va continuer. C'est ce qu'on appelle la convergence. Voilà, on va continuer à aller vers des aides à l'hectare identiques pour tout le monde et identiques pour tous les agriculteurs européens en Europe. La perspective, c'est de mettre, quand c'est les États qui vont en décider, hein, mais de mettre des agriculteurs, tous les agriculteurs à égalité, peut-être en 2030, je ne sais pas le temps qu'il faudra, parce qu'il y a aussi des écarts, ça c'est des écarts à l'intérieur de la France, il y a des écarts entre les pays baltes et Chypre. Hein. Il y a des pays où la moyenne c'est 750 € par hectare et d'autres pays où c'est 150. Des écarts entre pays aussi, entre pays et à l'intérieur des pays. Donc le grand mouvement, c'est d'arriver sans trop de dégâts, sans trop de révolutions, sans trop de fumier devant les préfectures, sans trop de blocage d'autoroutes, etc., à ce qu'à terme, tout le monde ait la même chose à l'hectare. Alors, j'exagère un peu. Je passe sous silence quand même quelques petites choses que la Commission et que les États mettent en avant. C'est ces aides sont en principe conditionnées par des bonnes pratiques environnementales. Il y a quelques critères environnementaux qui permettent d'avoir ces aides. Ça, c'est une première chose. Dans ces aides à l'hectare compensatrices de baisse des prix garantis, il y a des conditions environnementales, de bien-être animal, de qualité des produits, etc. Avec des contrôles qui sont... bon, pour les agriculteurs, ils sont trop casse-pieds, et puis pour les écologistes, ils sont un peu laxistes, si vous voyez. Il y a une différence de point de vue. Les écologistes, les organisations non gouvernementales écologistes trouvent que en fait, ces critères environnementaux ne sont pas assez stricts. Les agriculteurs, ils trouvent que vraiment c'est beaucoup de paperasse et de contraintes. Voilà. En tout cas, donc l'idée générale, c'est quand même celle-là, c'est donner des aides à terme identiques dans toute l'Europe à l'hectare, comme ça tout le monde est à égalité, vous faites ce que vous voulez sur votre hectare, vous fassiez du maraîchage ou n'importe quoi d'autre, c'est le même prix, enfin c'est la même prime. Et puis, ceci étant conditionné par un certain nombre de bonnes pratiques environnementales, comme les bandes enherbées, le long des rivières, comme la protection des zones humides, comme le fait de mettre des haies, le fait de préserver la biodiversité, etc. Il y a des choses comme ça. Puis il y a aussi des programmes locaux qui aident
dans ce sens-là. Outre ces primes, il y a quelques programmes, des programmes d'encouragement, disons, aux bonnes pratiques environnementales. C'est ce qu'on appelle le verdissement de la PAC. Le verdissement de la PAC, c'est d'une part le fait de conditionner les aides. Je pense que ça va se renforcer, cette conditionnalité, dans la prochaine époque. Conditionner les aides par de bonnes pratiques environnementales et d'encourager sur des territoires de façon contractuelle d'aller encore plus loin dans la protection de l'environnement et de la santé publique. Voilà. Mais au niveau européen, la PAC n'est plus un projet d'auto-approvisionnement, de sécurité, de garantie des prix. Il n'y a plus de garantie de prix. Hein, parce qu'on a continué là, à ne plus intervenir sur les prix. Ça n'est plus ça. Au niveau européen, c'est le marché qui fait, enfin, c'est le marché qui commande, y compris le marché mondial, même si on a encore des droits de douane. Hein, mais quand même, globalement, c'est le marché mondial c'est en fonction de ça que les agriculteurs doivent se décider, ou en fonction du marché local, s'ils préfèrent s'occuper du local. Hein. En tout cas, c'est l'affaire des agriculteurs que de produire ce que veut le marché, et puis, d'un autre côté, d'essayer de faire un peu mieux en matière environnementale. La négociation entre États, ça consiste principalement à savoir comment on se partage le gâteau du budget européen. Il n'y a pratiquement plus que ça comme projet agricole en Europe. C'est un peu triste, mais c'est comme ça.